passer à la chirurgie à proprement parler. Bien que, on l'a dit, c'était quand même de la chirurgie, parce que le lien avec la biologie est aujourd'hui impératif si on veut survivre. Si on veut survivre dans l'évolution et dans le progrès. Voilà. Donc on va parler de la chirurgie, on va commencer par ce qui est très compliqué. Et puis après on fera du plus simple, et puis après on retournera aux traitements médicaux. Donc Daniel Azoulay, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour les tumeurs très complexes, très avancées localement, en particulier avec les envahissements hépatiques, pancréatiques, etc., va nous parler des traitements de nephrectomie super élargie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de venir rencontrer nos anciens maîtres ici à l'Académie de chirurgie. J'ai mis cette photo là de Mont-d'Or juste pour montrer le bâtiment dans lequel il y a un service de chirurgie, un terme de chirurgie, pour pas oublier les autres, un service de chirurgie cardiaque, un service de chirurgie urologique, qui est dirigé par Claude, un service de chirurgie vasculaire, un service de chirurgie hépatobiliaire, un service de chirurgie plastique. Et donc, ce bâtiment, en fait, il illustre la possibilité de faire cette chirurgie lourde, qui est au-delà de... On parle beaucoup de chirurgie de médecine multimodale. Je vais vous parler aujourd'hui de la chirurgie multispécialiste. Alors, première chose, je voudrais dédier mon topo à un de mes patrons, Kiefer, qui est décédé il y a 2 ans, Edouard Kiefer, et qui avait écrit, et jusqu'à présent, le seul livre qui était dédié à la chirurgie d'Avenka. Il a écrit ce bouquin en 85, c'était des comptes rendus de réunion, et depuis 85, il n'y avait pas de livre dédié à la chirurgie d'Avenka, ni en français, ni d'ailleurs en anglais. Et donc nous avons une bonne nouvelle, nous publions cette année, en 2017, un bouquin qui est dédié, une espèce de mise à jour de cette chirurgie de l'Avenka, dans lequel il y a des chapitres qui ont été écrits par des collègues de Mont-d'Or, en particulier sur cette chirurgie lourde. Alors c'est un vieux problème, vous voyez, on retrouve des papiers depuis les années 40, que j'ai retrouvés sur Internet, de 45, 60, de 82. C'est un vieux problème, puisque même Claude Abou, vous voyez, il a participé à cette affaire depuis 81. Il avait commencé à faire le lien entre l'imagerie et les pronostics des cancers du rein. Voilà, je ne sais pas si tu te souviens de cette publication, je pourrais t'envoyer un PDF si tu veux, moi je l'ai encore. Voilà, en fait, le papier référence, c'est celui-là. C'est un papier que j'ai retrouvé, vous pouvez le retrouver sur online, les archives sont accessibles. Dans l'Annales of Surgery 1934, premièrement, les 2 premiers cas sont 2 cancers du rein, donc ça illustre bien notre travail aujourd'hui. Deuxième chose, il n'avait pas beaucoup de morale, puisqu'il disait que c'était assez anecdotique et que la valeur clinique de ces opérations était douteuse. Donc c'était pas très optimiste, enfin en 1934 quand même. Le contexte n'était pas très optimiste non plus. Et puis deuxièmement, il montre déjà en 1934 qu'on peut faire des néphrectomies avec une ligature de la veine cave sans problème majeur. Alors bon, je ne vais pas revenir sur les stats, ça n'a aucun intérêt. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire naturelle de ces tumeurs qui envahissent les veines, la veine rénale et la veine cave, les prises en charge des différents niveaux qui reposent sur la classification de Neves, qui est du même hôpital d'ailleurs que le chirurgien de 1934, mais beaucoup plus tard, à la Mayo Clinique. Et puis, quand resséquer la veine cave, quand la remplacer, c'est pas parce qu'on la ressèque qu'il faut la remplacer, et puis je vous proposerai quelques conclusions. Alors, première chose, l'histoire naturelle, mais ce registre qui est récent, qui est publié récemment. Donc, premièrement, c'est vrai que c'est rare, mais c'est quand même 300 000 cas de cancer du rein dans le monde actuellement, par an, et puis ça représente 130 000 morts par an. Donc, c'est une vraie question. Le pronostic des malades avec cancer du rein, je me limite au cancer acinucléaire, non traité, est très mauvais. Vous voyez que la médiane de survie est de 5 mois, et que là-dedans, le meilleur groupe, c'est probablement ceux qui ont une atteinte veineuse, sans atteinte métastatique et sans atteinte ganglionnaire. En tout cas, l'histoire naturelle n'est pas bonne, et donc il faut faire quelque chose. Le facteur pronostic, c'est l'envahissement, le niveau d'envahissement, et si je me souviens bien, le niveau d'envahissement et les métastases qui font le pronostic de ces malades. Alors ça, c'est la classification de Neves, je reviendrai dessus. En fait, toute la prise en charge chirurgicale dépend du niveau d'atteinte veineuse, et cette atteinte veineuse, elle repose, on en discute selon cette classification de Neves, et le pauvre Zinker depuis tout le temps. Premier stade, c'est le stade 1 et stade 2, c'est-à-dire c'est une atteinte de la veine cave sous-hépatique ou de la veine cave rétro-hépatique, mais en dessous du confluent cavosus hépatique. Ça, c'est une chirurgie assez simple, on peut faire une néphrectomie et une exérèse de la veine cave, ou des obstructions de la veine cave, selon les lésions.
Voilà des exemples. Donc, c'est, comme je vous le dis, techniquement simple. Il n'y a pas de problème d'anesthésie globalement. Il n'y a pas d'utilisation de circulation extracorporelle, bien sûr. Et la reconstruction de la veine cave est assez simple. Vous avez ici, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une ligature de la veine rénale gauche qui est possible, comme vous le savez, au plan anatomique à cause des collatéralités. Alors, en cas de résection de la veine cave inférieure, il y a deux problèmes. Le problème du drainage du tronc et de la partie inférieure du tronc et des membres inférieurs. Globalement, ça ne pose pas de problème puisque dans l'obstruction chronique de ces tumeurs, parce que ça s'installe doucement, il y a un développement, comme vous le savez, de la collatéralité. Et donc la ligature de la veine cave, la résection même d'un moyen de veine cave sous-hépatique ne pose pas de problème en termes de drainage du tronc et des membres inférieurs. Et il y a un deuxième problème de drainage, c'est celui du rein restant. Alors c'est vrai qu'à gauche, quand on fait une néphrectomie gauche, une néphrectomie droite, pardon, comme dans ce cas-là, vous avez ici la tumeur du rein qui envahit la veine cave, un petit trou de perfusion parce qu'il y a un peu de Budd-Chiari. On peut remplacer la veine cave si c'est nécessaire, s'il n'y a pas un bon drainage du rein inférieur, et on n'est pas obligé de réimplanter la veine rénale gauche dans la veine cave, puisqu'il y a un drainage par les collatérales surrénaliennes, etc. Par contre, lorsqu'on fait l'exérèse d'un cancer à gauche, comme ici, avec un traitement de la veine cave, eh bien, je crois qu'il est bon ton de réimplanter la veine rénale dans le greffon de cortex qu'on aura utilisé pour drainer ce rein. Pour les types 3, c'est-à-dire les tumeurs qui envahissent, tumeurs rénales, qui envahissent la veine cave et qui vont jusqu'au confluent cavo-hépatique. Et là se pose la question majeure, qui est celui de combiner une chirurgie de la veine cave. Je dirais même que le cancer du rein, parce qu'il est ancillaire dans cette histoire, et que le problème, c'est celui de combiner une chirurgie de la veine cave à de la chirurgie hépatique. Et là, ça peut poser des soucis. Vous voyez ici un rapport qu'on avait fait en 2006 dans Annals of Surgery, où on montrait que c'était faisable, mais que quand même, la mortalité de cette chirurgie de la veine cave combinée à la chirurgie hépatique est une chirurgie lourde, avec une mortalité autour de 10% sur une revue globale de la littérature. Alors c'était logique d'ailleurs que cette chirurgie hépatique combinée à la chirurgie de la veine cave soit décrite par des chirurgiens hépatiques, et en particulier par des chirurgiens qui faisaient la transplantation. Le premier papier de remplacement de la veine cave combiné à la chirurgie hépatique est un papier d'équipe de Starzl, et vous voyez que le seul décès dans cette série de 30 hépatectomies droite et large segment 4, c'est le malade qui a eu un remplacement de la veine cave par une veine de cadavre, veine cadavérique. C'était en 80. Presque 10 ans plus tard, ils ont rapporté le premier succès de combinaison de chirurgie de la veine cave à la chirurgie hépatique, en utilisant les premiers greffons synthétiques, qui est un greffon de cortex, et c'était logique que cette équipe rapporte cette première expérience. Alors voilà une revue de la littérature jusqu'à 2014. Vous voyez qu'il y a peu de cas qui combinent la chirurgie hépatique et la chirurgie de la veine cave, 15 séries de plus de 3 cas. C'est probablement dans, bon, les premières indications sont habituelles, mais c'est dans le groupe autres, dans toutes ces publications, il y a toujours others, toujours des autres indications. C'est probablement là-dedans qu'il doit y avoir des cancers du rein, mais c'est très difficile de les identifier, donc je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. En tout cas, cette chirurgie hépatique combinée à la chirurgie de la veine cave, je vais finir les animations, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, vous voyez que cette chirurgie, c'est une chirurgie qui est lourde, qui utilise une excision vasculaire dans 70% des cas, qu'on utilise un tube pour remplacer la veine cave dans un peu plus de 40% des cas, qu'on peut faire des résections R0 pour 90% des cas, et que par contre la mortalité elle est quand même élevée. Vous voyez que la mortalité hospitalière elle est autour de 7%, mais les résultats à long terme sont intéressants compte tenu de l'extension de la maladie pour ces malades. Alors encore une fois, ce sont des séries dans lesquelles il y a des cancers du rein, mais qui sont noyés là-dedans et on ne peut pas faire la part des cancers du rein pour ces malades-là. Alors, au pire, lorsqu'il faut faire une chirurgie de la veine cave combinée à une chirurgie hépatique, on peut avoir une nécessité d'une excision vasculaire totale du foie qui est prolongée, et on peut utiliser la technologie de la transplantation, c'est-à-dire associer à l'exclusion vasculaire totale du foie, clambrage cave sous l'exclusion hépatique et clambrage pédiculaire, une perfusion du foie par un liquide de préservation de plafond hépatique à 4 degrés, et puis on met en place en plus une circulation extracorporelle véno-veineuse entre le système splanchnique, la veine cave inférieure et le système cave supérieur. Et donc on règle le problème de la congestion splanchnique, de la congestion du retour cardiaque droit, donc de la précharge, et on règle le problème de la durée d'exclusion vasculaire du foie en le refroidissant et en se remettant dans des conditions de transplantation hépatique. Alors on a montré que c'est une chirurgie qui est faisable. Vous voyez, on a publié récemment en 2014 une audit de 77 malades traités comme ça par excision vasculaire du foie et refroidissement. Il y a quelques cas de cancer du rein qui étaient là-dedans, mais on ne peut pas l'isoler en termes de survie et de résultats à long terme. Vous voyez que là, la mortalité, par contre, elle est encore plus élevée
elle est maintenant de 20% sur une revue complète de la littérature en 90 jours. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte lorsqu'on discute de l'indication avec les malades. Troisième type, c'est le type 4 de l'ERS, c'est-à-dire ces tumeurs qui remontent jusqu'à la veine cave sus-diaphragmatique, voire dans l'oreillette droite. Là, on parle vraiment de chirurgie complexe, qu'il faut faire parfois en commun avec nos collègues chirurgiens cardiaques, puisqu'on l'a fait sous circulation extracorporelle, éventuellement même une hypothermie profonde, ce qu'on a fait plusieurs fois en Raymond d'Or. C'est une chirurgie qui est complexe. Avant d'en arriver là, de temps en temps, on peut transformer ce type de 4, de chirurgie complexe, en chirurgie complexe et simple. Il suffit, dans certains cas, c'est possible, de réintégrer le thrombus auriculaire dans la veine cave sous-diaphragmatique et de se retrouver ensuite en situation de grade 3 d'envahissement qui n'atteint pas l'oreille. Il y a ici l'échographie transœsophagienne opératoire avec le doigt du chirurgien, c'est le doigt, je pense, de Jacques Belghiti, je pense, parce que pour faire ça, je pense que c'est lui qui a fait ça, et puis ensuite on se retrouve en situation. Alors c'est fait, là vous voyez, pour un CHC, pour un carcinome hépatocellulaire, mais on peut tout à fait le faire pour un cancer du ventre. Alors cette chirurgie complexe, combinée pour les stades 4 à la chirurgie cardiaque, vous voyez que le nombre total est faible sur toute cette revue de la littérature, que le nombre de cancers du rein est quand même assez élevé dans ces séries. Vous avez le nombre de cancers du rein sur le nombre total de malades qui ont une chirurgie de la veine cave avec chirurgie cardiaque. Vous voyez que le nombre de cancers du rein est important. Il y a 0 hépatectomie dans aucune de toutes ces publications, et ce qui explique que la mortalité est extrêmement faible. Et je pense que ce qui fait la mortalité de cette chirurgie lourde, c'est quand on y associe de la chirurgie hépatique, de façon indiscutable. Les survies à long terme sont très satisfaisantes quand on tient compte de l'extension de la maladie. Alors maintenant, les résultats à long terme de ces séries de chirurgie de la veine cave, vous voyez que vous avez ici les pourcentages de niveau d'atteinte de la veine cave. Bien sûr, la majorité des cas, c'est les stades 1 et les stades 2, et alors presque 30% maintenant, c'est les 3 et 4, c'est-à-dire confluent carotide hépatique, voire oreillette droite. Bien sûr, la meilleure chirurgie à long terme est obtenue pour les grades 1, mais pour les autres grades, de 2 à 4, en fait, il n'y a pas de différence significative quand on les prend séparément par rapport au groupe 1. Ça, c'est une série quand même importante de 2000 cancers avec envahissement veineux, plus de 2000 cancers faits dans 22 hôpitaux. Alors maintenant, comment savoir s'il va falloir enlever la veine cave? Parce qu'on peut le savoir à l'avance. Vous avez ici une série qui vient d'être publiée en 2015 d'analyse rétrospective de l'imagerie des malades qui avaient un envahissement veineux de grade 1 à grade 4, 172 malades, entre 2000 et 2010. Je crois que c'est encore la Mayo Clinique qui continue de travailler sur ce sujet. Et il montre, par une revue d'imagerie, par 2 radiologues, j'ai mis entre parenthèses, bien sûr aveugles, parce qu'un radiologue aveugle, c'est difficile d'avoir un bon diagnostic. Déjà, quand il voit bien, c'est pas évident, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues, mais quand on prend des radiologues aveugles, c'est encore pire. Ils sont aveugles tout simplement parce qu'ils sont aveugles du traitement qui a été fait, de si la veine cave a été resséquée ou non. Et vous voyez que les facteurs prédictifs, en fait, de la nécessité de la résection de la veine cave, c'est le cancer à droite, le diamètre de l'abouchement de la veine rénale dans la veine cave supérieure à 24 mm, et l'obstruction complète de la veine cave au niveau de l'insertion de la veine rénale du côté du cancer. Bon, je dirais de toute façon, c'est bien intéressant, mais quand même, on va opérer le malade. Donc on a des facteurs prédictifs de résection, il manque des choses là. Vous l'avez sûrement noté, c'est qu'il manque l'analyse histologique de la paroi de la veine, parce que finalement, la veine n'est pas envahie histologiquement, il suffit peut-être de la désobstruer, et on se retrouve une situation plus simple. Donc ils ne répondent pas à sa question. Alors, les Japonais, vous connaissez les écoles japonaises qui fouillent dans tous les coins, ont essayé de définir des facteurs prédictifs d'envahissement de la veine cave, selon la surface de contact, l'angle de raccordement entre la tumeur et la veine. Et puis ils arrivent à une formule mathématique qui permet de prédire l'envahissement histologique de la veine et donc l'indication à la réséquie. En pratique, moi je pense, et je pense qu'il y a beaucoup de chirurgiens, et même Makushi, je crois qu'il était un co-auteur, voilà, Masatoshi Makushi, un co-auteur, en pratique, en fait, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que quand on est en situation opératoire, même si on a des arguments pour penser que la veine n'est pas envahie, on a le choix entre rentrer dans la tumeur d'un côté ou enlever la veine et s'en servir comme une marge de résection. Et la plupart des chirurgiens préfèrent cette deuxième option. La troisième chose, c'est que finalement, qu'elle soit envahie ou pas, cette veine, vous voyez ici, quel est l'impact de l'envahissement de la veine au niveau de la recoupe. C'est-à-dire une fois qu'on a fait la résection et qu'on est R1 au plan histologique sur la veine, vous voyez que ça n'a pas d'impact ni sur la survie sans récidive, ni sur la survie globale. Donc finalement, de savoir ou pas si elle est envahie,
au plan histologique, même si on coupe en zone macroscopique saine et que finalement histologiquement c'est envahi, ça n'a pas d'impact pronostique. Troisième chose, il y a une chose qui m'a vraiment surpris, je vais partager ça avec vous, les urologues se sont intéressés au caractère friable ou dur du thrombus. Alors, je ne sais pas si c'est notre expérience qui vous intéresse, mais ça a excité, je dois finir là, ça a excité beaucoup de monde, et vous voyez que finalement, friable ou dur, là on revient à des choses beaucoup plus simples, le pronostic est le même, mais ça a été fait, vous voyez, sur 1600 et plus de 400 malades. Alors maintenant, chirurgie complexe, est-ce qu'il y a de la place dans la chirurgie mini-invasive? Certainement. Vous voyez qu'on commence à avoir des séries de tumeurs de la veine rénale. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore au stade 4, hein, mais le 2 et 3, faites par la chirurgie robotique avec de très bons résultats. On pousse nous aussi nos chirurgiens à Mondor à développer cette chirurgie. Elle est complexe à faire, mais par contre, elle est mini-invasive. Probablement pour le malade, il y a un bénéfice. Alors, vous avez montré cette diapo, là, un peu avant. C'est les résultats du sunitinib, je n'arrive pas à prononcer ces noms-là, qui montrent qu'il y a un gain. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on discute dans ces tumeurs du rein, envahissant les veines, un traitement adjuvant, et peut-être même un traitement néoadjuvant par ce type de chimiothérapie, que ce soit ça ou un autre thérapie ciblée. Je reste persuadé que la prise en charge multimodale sera utile. Alors maintenant, dernière chose, les limites. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite technique. C'est-à-dire on peut enlever tout le tronc et réimplanter tout ce qu'on veut. Il suffit d'y mettre le temps, d'y mettre des lunettes, et il n'y a pas de souci. Donc je vous donne un exemple. Voilà un malade, une énorme tumeur dont on n'a jamais su si elle était rénale, rétropéritonéale, la veine cave, etc. Jeune, on lui fait une néphrectomie droite, malade que j'ai opéré, colectomie droite, DPC, résection de la veine cave, résection de l'aorte. Vous avez ici le scanner post-opératoire, on a enlevé toute la partie droite de l'abdomen, zéro complication, ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de chance, zéro complication, âge 1 mois, scanner absolument satisfaisant. À 55 jours, il a déjà une récidive, et il est mort à 65 jours d'une récidive fulminante. Et donc le problème, c'est de trouver, dans cette chirurgie complexe, la limite entre ce qui est techniquement faisable et ce qui est oncologiquement utile pour le malade. Et ça, c'est très difficile, et c'est pour ça que j'ai posé cette question juste avant, parce que je pense que cette analyse génétique, des protéines, des micro-RNA, peut-être pourrait nous donner des arguments pour opérer certains malades, et puis pour lever le pied chez d'autres malades. Ma conclusion, elle est celle-là, si vous voulez bien. C'est pas celle-là, d'ailleurs. Pourquoi celle-là? Enfin, c'est pas très grave. C'est une conclusion banale, que vous retrouvez dans tous les topos, même de vétérinaires. Premièrement, c'est une chirurgie qui est faisable, donc vraiment techniquement elle est faisable. Le tube de cortex renforcé est probablement la meilleure prothèse qu'on peut utiliser aujourd'hui. La morbimortalité est acceptable compte tenu de la gravité de la maladie et de l'évolution spontanée si on n'opère pas ces malades. Les résultats à long terme, je trouve, sont satisfaisants. Je n'ai pas parlé de la chirurgie des récidives, mais c'est aussi un topic important en termes de chirurgie complexe. Je suis persuadé que la prise en charge multimodale doit être implémentée en chirurgie du cancer du rein, comme on l'a vu pour les métacolorectales ou le carcinome hépatocellulaire. Et puis, dans l'avenir, peut-être ces thérapies ciblées devraient faire avancer les choses avec la chirurgie mini-invasive. Merci beaucoup. Il y a des questions sur cette chose sur les néphrectomies super élargies pour les cancers du rein avancé. Est-ce que juste une petite question, remarque, je ne sais pas si Daniel partage cette expérience. Ce qu'il y a dans notre expérience par rapport à ce qu'on faisait il y a ne serait-ce que 10 ans, ce qui a beaucoup changé le pronostic, c'est l'absence de cardioplégie. Quand j'étais chef, on faisait quasiment systématiquement une cardioplégie dès qu'on avait un thrombus qui était sud-diaphragmatique. Aujourd'hui, avec, je pense, le développement des ECMO, des circulations régionales normothermiques et cette connaissance qu'on a de la perfusion, on ne fait plus jamais de cardioplégie. Et on a l'impression que ça a quand même beaucoup changé le pronostic. Je ne sais pas si vous avez la même expérience à moi. Alors, ce qui compte, je suis d'accord avec toi en général, si on peut éviter la cardioplégie, c'est mieux. Mais quand on est obligé de faire une cardioplégie, ce qui intervient, c'est la durée de la cardioplégie. C'est-à-dire, quand elle est courte, globalement, ça ne se passe pas trop mal. Et dès qu'on dépasse 30-40 minutes de cardioplégie, là, ça pose vraiment des soucis de syndrome inflammatoire massif post-opératoire, de sortie de CEC, des choses comme ça qui sont complexes. D'accord. Quelle est la fréquence de ces tumeurs? Combien vous en faites, je dirais, dans l'année ou dans les... On fait en chirurgie, alors chirurgie du rein, Chirurgie du en rein. nourrissant la veine cave, je pense qu'on en fait à peu près une dizaine par an, mais la chirurgie complexe, avec refroidissement hépatique, avec les chirurgies cardiaques, on en fait 2 ou 3 par an.
Merci. Oui, bon, bah, Ok, bah, merci beaucoup.